Complètement à l'Est sur RCN. Bonjour Elfenoul, on se retrouve donc comme tous les vendredis pour notre émission Complètement à l'Est. Cette année, donc Complètement à l'Est, comme je vous l'ai appris la précédente émission, elle change un peu et donc on accentue un peu le côté interview avec notre invité aujourd'hui qu'on va apprendre à découvrir, Monsieur Edmond Chidiac. Comment allez-vous ? Bonjour, merci, très très bien, merci. Merci pour l'accueil agréable. De rien, il n'y a pas de souci. Alors aujourd'hui, Edmond, donc on va apprendre à te découvrir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Enfin, déjà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis dirigeant de mon entreprise. J'ai une entreprise qui est spécialisée dans la construction de parcours e-learning. Ok. Et voilà, je travaille dans le domaine du e-learning. D'accord. Donc ça, le domaine du e-learning, c'est récent pour toi, c'est ça ou ça fait un moment déjà ? Non, j'avais eu un peu d'expérience auparavant parce que j'avais été prof de fac auparavant et donc dans la période Covid, j'avais fait un peu de e-learning. Là, je me suis complètement lancé dessus depuis 3 ans et je développe avec de nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, etc. Je suis très friand de technologie. Et voilà, alors parallèlement, je suis aussi enseignant à l'Université de Lorraine et dans 2 autres institutions qui sont Tunon et Pigier. D'accord, justement, on va parler de ton parcours. Alors, est-ce que tu peux donc nous dire un peu comment ça a commencé pour toi, quelles études tu as fait ? Parce que oui, tu as été donc enseignant à la fac et tu l'es encore. Alors, je le suis encore, oui, même si j'ai changé de fac et d'université et de pays et même de continent. Alors, comment ça a commencé pour toi ? Ça a commencé de façon assez compliquée parce que je suis né dans un pays compliqué. Je suis né au Liban. D'accord. Et j'ai connu 10 années de vie agréable quand j'étais enfant. Et puis la guerre civile a commencé en 1975. J'avais 11 ans. Okay. Elle a duré 15 ans. Et donc, ça a été un peu compliqué quand même de suivre ces études. Quand j'étais à la fac, j'ai commencé des études de sciences économiques. Et c'était une période assez mouvementée à Beyrouth. Donc, là, je vais parler d'un schéma qui n'est pas très familier aux auditeurs français. Commencer les cours en classe, avoir des bombardements, descendre aux abris, attendre la fin des bombardements pour remonter, continuer le cours, c'est pas fréquent. Bah oui, surtout que ça doit être un peu compliqué de suivre le cours en même temps qu'il y a... Oui, c'est vrai que, c'était pas tout le temps comme ça, je veux dire, il y a eu des périodes comme ça compliquées, d'autres qui ont été un peu plus relax quand même. Okay. En 1990, je suis venu m'installer à Paris. J'ai été recruté dans une compagnie d'assurance. La Société française d'assurance crédit, qui n'existe plus, qui a été rachetée depuis. Et puis, et là, j'ai commencé en tant qu'analyste programmeur, alors que je n'étais pas informaticien. Donc, je me suis adapté, mais je ne suis pas beaucoup accroché non plus. J'ai donc été muté à un autre poste, qui est à ma demande d'ailleurs, qui était un poste plutôt orienté vers tout ce qui est marketing, communication. D'accord. Donc, j'étais intégré à une équipe de marketing, communication, et là, c'était quand même beaucoup plus intéressant pour moi. C'est là que j'ai appris vraiment les fondements de ce qui est la clientèle, le marketing, la communication, enfin, un certain nombre de facettes qui étaient quand même, au niveau technologique, bien sûr, très, très éloignées de ce que nous faisons aujourd'hui. Oui. Et du coup, juste avant de revenir donc là, à ton parcours-là, quel diplôme tu as eu ? Parce que tu as dit que tu n'étais pas forcément dans l'assurance. Quel diplôme tu as eu au Liban avant d'arriver en France ? Sciences économiques. Sciences économiques ? J'ai eu un bac plus 4 en sciences économiques. Et c'est avec ça que j'ai été recruté en France. Donc en fait, dans la compagnie d'assurance, on m'a fait passer d'abord 4 mois de formation en informatique. Je me suis formé à quelques langages, COBOL, etc., qui étaient les langages utilisés à l'époque dans la gestion. Et voilà, après j'ai fait mon petit bout de chemin, je suis resté 8 ans en tout dans la société. J'ai quitté en 97 pour de nouveau revenir au Liban, qui était en pleine reconstruction. La guerre s'était terminée entre-temps, c'était en pleine reconstruction, donc il y avait beaucoup d'opportunités d'emploi. Et j'ai été pris dans l'université où j'avais suivi mes études, l'université Saint-Joseph à Beyrouth, université francophone, et que je salue d'ailleurs parce que j'y ai passé quand même une partie de ma vie. C'est là où je vais enseigner de nouveau par la suite. Et voilà, donc quand je suis revenu en 1997, j'ai été recruté comme enseignant. J'ai enseigné quelque temps dans un établissement scolaire. T'as enseigné quoi en particulier ? Oui, pas de souci. Voilà, excusez-moi. Pas de problème.
Oui, alors j'ai enseigné dans un lycée, j'ai été professeur d'histoire géo, et parallèlement enseignant vacataire à l'université. Okay. Puis, quelques années plus tard, j'ai quitté le lycée, je me suis consacré à l'université. Et comme je venais d'un milieu d'entreprise, justement, on m'a demandé de créer un service d'insertion professionnelle. Okay. Donc, j'ai continué ma fonction d'enseignant. Alors, entre-temps, j'avais fait un doctorat en histoire contemporaine. Ok, oui, c'est pour ça que je me demandais comment vous êtes passé à la fac, lycée et tout, d'accord. Un doctorat d'histoire contemporaine que j'ai fait à Paris, à l'INALCO. Ok. Je me suis consacré à l'université, j'ai créé ce service d'insertion professionnelle et puis j'ai réalisé que pour trouver un emploi, eh bien, la formation entrepreneuriale était quelque chose de quand même d'utile. Et même pour trouver un emploi salarié, c'est-à-dire montrer des compétences d'entrepreneur, montrer des compétences de leadership, etc., d'initiative, de créativité. Donc, j'ai créé aussi un centre entrepreneurial dans cette université. Okay. J'y suis resté jusqu'à 2021. Et là, donc, c'est comme ça que je dis c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'y ai passé quand même une partie de ma vie. Ah bah oui. Tout ça au Liban. Ça, c'est au Liban, oui. Okay. Oui. Alors, j'ai eu pas mal de partenariats avec la France, avec d'autres pays, avec le Canada. Voilà, alors j'ai même collaboré avec l'Université de Lorraine à Nancy, avant même de savoir que j'allais venir un jour m'installer à Nancy. D'accord. Donc voilà, le hasard fait bien les choses. Et voilà, donc à 2021, ça a été une rupture parce qu'il y a eu une crise financière qui a frappé le Liban. Oui. Bah, décidément, les crises, ça se succède dans ce beau pays, c'est dommage. Une crise financière qui a fait que les banques ont séquestré la grande majorité des capitaux. Okay. Donc, jusqu'à présent, d'ailleurs, ils sont en grande partie séquestrés. J'ai donc perdu 15 ans d'économie. Rien que ça fait quand même beaucoup. Rien que ça. Très grosse crise. Oui. Alors, j'ai décidé donc de revenir en France. En tout cas, j'avais l'intention, parce que mes enfants se destinaient à venir faire leurs études en France. Et je me destinais à venir passer ma retraite en France, mais je n'avais pas prévu de perdre toutes mes économies. Ouais. Donc, je me suis de nouveau orienté vers la France. Le hasard a fait que j'ai repris une entreprise à Nancy, Silcom Formation Conseil, que j'ai reprise en décembre 2021 et que j'ai développée. Puis, j'ai développé une autre entreprise aussi avec. Et voilà, donc je me suis orienté vers le domaine de la formation, la formation professionnelle. Et parallèlement, j'ai eu aussi quelques autres activités d'enseignement, parce que l'enseignement, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai toujours baigné dedans. Et donc, là, par rapport à tout ça, parce que vous faites quand même plusieurs choses, quel est là, par rapport au côté entrepreneurial, même le fait que vous avez créé la formation donc, en tant qu'enseignant, lorsque vous étiez enseignant, qu'est-ce que vous faisiez concrètement? Les formations, elles consistaient à quoi? Mes formations en tant qu'enseignant? Lorsque vous étiez enseignant, oui, donc sujet entrepreneurial. Ah oui, d'accord. Oui, alors moi j'étais au départ professeur d'histoire contemporaine et comme j'ai créé le centre entrepreneurial, j'ai mis à profit, disons, mon expérience pédagogique pour mettre en place des parcours de formation. Donc on a mis en place des parcours de formation académiques qui se sont intégrés dans les cours. On a déployé dans plusieurs facultés des cours d'entrepreneuriat qui continuent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. On a aussi développé des formations courtes pour des étudiants qui avaient soit juste envie d'explorer ce domaine, soit qui avaient peut-être un jour l'idée un jour de créer leur propre entreprise. Donc on a créé un peu différents parcours de formation. On a même on a fait un partenariat avec un incubateur local pour aussi accompagner des entreprises soit en phase de création, soit en situation de crise, de gestion de crise, soit en développement, Donc voilà, il y a eu des parcours différents. Donc c'était des formations académiques ou non académiques. Et du coup, quelle était l'importance pour toi de créer ce genre de formation au Liban? Est-ce que c'était justement par rapport donc, à la crise un peu qui se passait pour aider les gens à investir, à se dépasser? C'est-à-dire que quand on a créé ces cours, il n'y avait pas de crise encore. Donc c'était avant la crise financière de 2019 et avant la crise militaire de 2024. Donc la situation allait plutôt bien.
Donc, c'est un pays où il fait bon vivre, hein, malgré certaines difficultés du quotidien. Mais quand la situation est normale, je veux dire, c'est un pays où il fait bon vivre. Il y a 300 jours de soleil par an. Il y a quand même... en 45 minutes, on passe de la plage à 1200 mètres d'altitude, en montagne. Donc, avec des panoramas, des paysages. Voilà, c'est quand même, il y a un certain nombre d'avantages. Pas de problème. Oui, c'était juste par rapport à la formation. Donc oui, là, il n'y avait pas forcément de lien par rapport à la crise. Donc c'était vraiment juste pour les cours, pour entreprendre. Voilà. Alors, donc ces formations, en fait, visaient surtout à encourager les jeunes à ne pas émigrer d'abord, parce qu'ils étaient assez attirés par l'émigration, ils étaient attirés par l'émigration, et donc l'idée c'était surtout de les aider à se former pour pouvoir peut-être créer leur propre business. C'est un pays dans lequel on a plutôt intérêt à être chef d'entreprise que salarié. C'est un pays dans lequel il y a beaucoup d'opportunités. Et c'est un pays dans lequel aussi, il y a quand même un bénéfice lorsque l'État est absent et que l'État est défaillant, ce qui est le cas du Liban. Il y a quelques bénéfices. Le premier, c'est qu'on apprend toujours à être débrouillard. On apprend toujours à trouver des solutions. À chercher et à trouver des solutions, on apprend toujours à ne compter sur personne que sur soi-même. Ok. Alors, on va reprendre ces bénéfices-là juste après la petite musique qu'on va écouter, qui est Chamber of Reflection de Mac DeMarco. RCN, complètement à l'Est, El Fenoul. De retour pour notre émission Complètement à l'Est. Donc aujourd'hui, on est avec Edmond Chidiac, qui nous raconte un peu son parcours, ce qu'il a pu vivre. Et donc là, on était sur les bénéfices de... Les bénéfices de vivre dans un état défaillant. D'accord. Ouais, je parle du Liban, c'est là où je suis né, où j'ai vécu. C'est un pays dans lequel l'État a toujours été assez désorganisé, avec un certain nombre de difficultés politiques qui ont toujours aussi eu un impact très négatif sur tout ce qui est administratif, développement, etc. Et donc, oui, on était en train de dire par rapport aux bénéfices. Alors, moi, j'en ai tiré quand même plusieurs bénéfices. La première chose, c'est que quand on vit dans un État où l'État est absent, la structure de l'État est très défaillante, on apprend à compter sur soi. On apprend toujours à relever les manches. Les Libanais ne sont pas plus intelligents que d'autres, mais comme ils ont toujours vécu dans un pays, justement, à problème, où l'État ne fonctionne pas comme il devrait, ils n'ont jamais compté que sur eux-mêmes. Donc les gens, même individuellement, ne comptent que sur eux-mêmes. Et voilà, c'est pour ça qu'ils sont plus entrepreneurs peut-être que d'autres. Parce que c'est comme ça, ils sont toujours habitués à compter sur eux-mêmes. Donc il y a une diaspora libanaise, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une diaspora libanaise qui est très très nombreuse à travers le monde, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe. Et beaucoup d'entre eux sont entrepreneurs justement parce qu'ils sont toujours habitués à retrousser les manches et à compter sur eux-mêmes. C'est vrai que c'est connu, souvent les Libanais, quand on en connaît, ils sont souvent connus comme ceux qui entreprennent, ceux qui ont toujours une petite affaire et tout. Vous êtes assez connus pour ça. Oui, assez connus pour ça et la capacité à s'adapter. Donc, Alors, moi, ce qui m'a un peu frappé, je veux dire, dans mes différents séjours, parce que même quand je vivais au Liban, j'avais toujours un pied en France. Et ce qui me frappait toujours, c'est que je sentais un peu que les gens avaient... Beaucoup de gens, en tout cas, ont tellement vécu ont grandi dans un système qui fonctionne, dans un système qui est actif, qui est innovant, qui se sont habitués à ça et parfois ils n'arrivent pas à apprécier les avantages que l'on a à vivre en France. C'est un pays dans lequel il y a énormément d'avantages. Oui. C'est un pays dans lequel il y a beaucoup de choses absolument magnifiques. Parfois, on a tendance à les oublier parce qu'on est pris dans le quotidien et qu'on a tendance à focaliser sur ce qui ne va pas ou sur ce qui dérange. Mais pour moi, la France est vraiment un pays absolument magnifique. Après, c'est sûr que oui, les personnes qui n'ont pas eu cette habitude-là, le fait de venir ici d'avoir plus d'avantages comme ça, c'est un peu difficile à prendre au quotidien et donc à faire avec. Oui, c'est vrai. Donc parfois, il faut aussi, ça je le dis à mes étudiants, là j'enseigne à l'IUT Charlemagne, à l'Université de Lorraine, j'enseigne, je disais, à l'école Tunon à Pigier, et j'attire souvent l'attention de mes étudiants sur ça, quand on parle par exemple de la formation professionnelle, des
des fonds qui sont alloués à la formation, que ce soit par les OPCO, le CPF, etc. Et je leur dis, mais vous faites partie quand même d'un des pays où peut-être les 10%, vous faites partie des 10% les plus privilégiés de la planète. Il faut le savoir, hein, il faut vraiment en prendre conscience. Bon, ça paraît automatique, ça paraît normal pour tout le monde, mais ce n'est pas le cas. Même dans les pays développés, je veux dire, il n'y a pas toujours autant d'aide, autant d'assistance, autant d'initiatives qui sont prises par les régions, par les différentes institutions, les différentes collectivités. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, il faut en prendre conscience. Nous faisons vraiment partie des 10 ou 15% les plus privilégiés de la planète. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont faites, mais est-ce qu'on est forcément informé? Parce qu'il y a ce problème-là aussi où il y a tellement d'avantages que des fois, on n'a pas l'information et donc on tombe sur un problème, on se dit, je ne sais pas comment faire. Et on vous dit, ah bah non, vous avez tel avantage en France, en fait. Mais c'est vrai. C'est vrai. Bon, parfois, c'est vrai qu'il y a tellement de dispositifs que parfois on se perd dedans. Et ça a été une de mes difficultés aussi quand j'ai créé mon entreprise aussi en France. C'est de m'adapter à ces différentes législations, aux différentes structures, aux différents organismes à qui il faut toujours envoyer des documents, rendre des comptes, etc. Okay. Donc ça fait partie de la difficulté, d'accord, mais je veux dire, on a tellement d'avantages, on est tellement aidés, et il faut vraiment prendre conscience de cet avantage. C'est vrai que oui, là, si on se lance dans un projet, qu'on est vraiment motivé, en fait, on peut avoir tellement de ressources et d'aides qui peuvent nous aider à aller beaucoup plus loin dans ce qu'on entreprend. Oui, il y a un écosystème qui est extrêmement dynamique entre les incubateurs, mais aussi tout ce qu'il y a comme réseau, tout ce qu'il y a comme... je veux dire, il y a énormément de choses pour vous aider à entreprendre. Donc moi, je venais d'un écosystème où les gens ont de l'initiative, mais où il y a très peu de structures. Je parle du Liban, évidemment. Et même avec ce qu'on faisait, nous avions un peu le sentiment d'être un peu à la pointe du progrès. C'est vrai que techniquement, on l'était sur certaines choses, mais pratiquement au niveau infrastructure, au niveau écosystème, ce que j'ai vu en France est quand même très largement supérieur, et même très largement supérieur à ce que j'ai pu voir dans d'autres pays développés aussi. Et là, par rapport à l'entrepreneuriat que vous enseignez donc au Liban, est-ce que ça a porté ses fruits? Est-ce que donc vous avez eu quand même donc plusieurs personnes qui se sont lancées, donc qui a peut-être mené à des entreprises, de nouvelles entreprises? Oui. Maintenant, l'objectif de cet enseignement n'était pas vraiment la création d'entreprises. L'objectif, c'était surtout d'initier les étudiants à l'entrepreneuriat. Okay. Pour entreprendre, il faut avoir de l'expérience. Il faut avoir un peu d'expérience. Au moins 2-3 ans, savoir comment on gère un client, comment on gère une difficulté, comment on gère une trésorerie, etc. Donc il faut avoir un peu d'expérience quand même et un peu de recul. Donc l'idée, c'était surtout de former les étudiants, mais c'est aussi un peu ce que le sens du partenariat que nous avons fait, ou de la collaboration que nous avons faite avec l'Université de Lorraine, avec le pôle PIL. Et c'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi, c'est-à-dire même ici, je veux dire, l'objectif de cet enseignement n'est pas de créer des entreprises. Alors il y en a qui se créent, je crois qu'il y a ici pile, je crois le directeur, M. Schmitt m'avait dit une fois qu'il y avait, je pense, 20% de création d'entreprises au total, et ça ne veut pas dire que toutes restaient vivantes au bout de 5 ans. Alors ça, c'est une loi universelle, je veux dire. Donc, l'objectif de l'enseignement de l'entrepreneuriat n'est pas d'entreprendre le lendemain. C'est de planter cette graine qui peut-être poussera un jour, mais même si les gens vont postuler à un emploi, le fait de montrer qu'on a suivi une formation entrepreneuriale, qu'on a construit un projet, même s'il n'a pas effectivement été implémenté, ça montre qu'on a un esprit d'initiative, qu'on est innovant, qu'on a le sens de l'organisation. Ça montre des compétences très importantes, même pour trouver un emploi. C'est sûr que oui, ça montre quand même qu'il y a un minimum d'expérience, que on a cherché à apprendre et même se présenter dans une entreprise, je pense, avec cette ressource-là, ça montre que on s'y connaît. On va pas venir dans l'entreprise pour faire n'importe quoi, parce que justement, on a appris comment gérer une entreprise au final. Oui, on a appris à gérer une entreprise, même si c'est virtuel, même si on s'est juste contenté de monter un projet qui n'a peut-être pas été effectivement traduit dans le sens d'une création d'entreprise. Ça veut dire qu'on a quand même généré une nouvelle idée. On est sorti de sa zone de confort. C'est très important de montrer qu'on est capable de sortir de sa zone de confort, de montrer qu'on est capable d'innover, d'organiser, de chercher de nouvelles idées. Il y a des difficultés, on va
être confronté à des difficultés, il faut trouver des solutions. Est-ce qu'on est capable de trouver des solutions? Quelle est la méthode? Comment fait-on pour trouver une solution déjà? Comment fait-on pour générer une nouvelle idée? Donc, il y a des méthodes qu'on apprend et qu'on met à profit après quand on va travailler, même en tant que salarié. Okay. Donc oui, c'était pas forcément que pour les entrepreneurs, même si une personne partirait dans le salariat, ça pouvait aider, quoi. Oui, alors il y en a peut-être eu peut-être 10 ou 15% qui ont créé des entreprises. Alors aussi, je n'ai pas eu assez de recul parce que j'ai quitté par la suite, donc je ne sais pas ces entreprises qu'elles sont devenues. J'en connais certaines qui continuent d'exister. Je ne sais pas pour les autres. Il y a eu des projets très innovants, par exemple, c'était la période Covid aussi. Ouais. Et juste avant, il y avait une grosse crise au Liban dans la question de la gestion des déchets ménagers. Donc, il y a eu aussi beaucoup de projets entrepreneuriaux qui ont été imaginés. Certains ont été implémentés en collaboration avec des mairies, par exemple, et dans le but de pouvoir recycler les déchets ménagers. Bah oui, c'est quand même un sujet important, surtout en temps au Liban, en termes de crise et tout, c'est une bonne gestion, quoi. Oui, donc voilà, enfin, l'idée c'est surtout de dire que, bon, on va apprendre, surtout on va développer certaines compétences. Et les compétences à développer, bon là dans le cas de l'entrepreneuriat, c'est toujours l'innovation, c'est le leadership, c'est le fait aussi de savoir présenter, de défendre un projet. De le structurer, mais aussi de le défendre, de le présenter oralement. Quand on dit vous avez 3 minutes pour présenter un projet et 3 minutes pour convaincre, c'est quand même un sacré exercice pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement été rodé à ça. Alors par la suite, comme aussi les étudiants libanais sont généralement assez polyglottes, donc ils parlent l'arabe qui est la langue locale. Ça leur permet de circuler dans les pays, dans les monarchies du Golfe, par exemple, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, etc. Mais ils sont aussi francophones, souvent, et aussi très anglophones. Donc voilà, les 3 langues sont pratiquées, donc ça permet aussi après à beaucoup de gens d'aller s'installer au Canada, en Europe, en Afrique ou ailleurs, et voilà, de rebondir assez facilement. En plus, alors ce que l'université Saint-Joseph a développé aussi, c'est un réseau des anciens qui est extrêmement actif, et donc ça permet aussi d'avoir des relais un peu partout. Ok, donc de se tenir un peu au courant avec les personnes qu'on a connues. Oui, de trouver des relais, de trouver des gens à qui parler, si jamais on est obligé de changer de pays, parce que comme il y a une crise tous les 3 jours, au Liban, les gens sont amenés à quitter, à émigrer, et donc on retombe un peu sur ses pattes parce qu'il y a... on essaie de trouver qui on peut connaître, et le réseau libanais étant assez étendu, le réseau des anciens de l'université étant également étendu, ça permet d'avoir aussi un peu de contact quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas. Mais au-delà de tout ça, c'est beau aussi, ça montre qu'il y a un énorme soutien, puisque c'est vrai que d'être laissé dans un pays qu'on ne connaît pas et d'avoir quand même un certain soutien de son pays, c'est de faire quand même beaucoup de bien. Oui, tout à fait. Donc voilà, en fait, cette notion de réseau c'est vraiment la clé du succès dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et c'est quelque chose que... alors moi, je suis arrivé à Nancy en 2021, je connaissais personne, que très très peu de personnes. Et donc, tout le challenge pour moi a été de créer mon réseau, de le développer, de montrer ma crédibilité, de prouver ma crédibilité, de développer aussi mon expertise. Donc, ça a été quand même extrêmement... ça a été un challenge important. J'aurais peut-être été... ça aurait été peut-être plus facile pour moi si je m'étais installé à Paris parce que je connais plus de monde. C'est vrai qu'à Nancy, je connaissais personne. Mais bon, finalement, les choses se sont bien débrouillées. Je me suis orienté surtout vers le tout numérique. Donc, je fais surtout maintenant... La grande majorité de ma prospection, je la fais par voie numérique. Donc, je dépasse les frontières. Donc, voilà. Mais juste pour revenir sur la question de réseau, c'est toujours quelque chose qui va permettre vraiment de rebondir quand on arrive dans un endroit où on ne connaît pas grand monde, c'est vrai. Alors maintenant, le réseau, ça devient numérique, ça devient social, ça devient... c'est du Facebook, c'est du LinkedIn. C'est vrai que maintenant, on grandit beaucoup par rapport au réseau. Dès qu'on crée quelque chose, on a besoin de se faire connaître, même de connaître des gens qui peuvent partager et donc nous apporter un peu plus sur notre entreprise ou sur notre business. Mais on va continuer tout ça et pour l'instant, on va écouter Aline de Christophe.
Complètement à l'Est sur RCN. De retour sur Complètement à l'Est. Alors on est avec Edmond Chidjak, donc il nous raconte son parcours. Donc on en était à l'enseignement tout simplement. C'est une personne qui aime beaucoup enseigner. Alors quand tu as enseigné donc l'art de l'entrepreneuriat, comment ça s'est passé pour toi après? Qu'est-ce que tu as fait après? Est-ce que tu es resté au Liban? Tu es revenu en France? Qu'est-ce que tu as fait de ton parcours? Non, justement, c'est l'époque où, après quelques années de lancement du centre entrepreneurial et de formation, c'est là où la crise financière a éclaté et où j'ai pris la décision finalement d'anticiper mon retour en France et de venir plus tôt, non pas pour ma retraite, mais justement pour entreprendre de nouveau. Donc là, j'ai racheté un organisme de formation, Silcom Formation Conseil. J'ai développé aussi une autre entreprise, M2S, qui est en train de bien croître et qui est spécialisée, comme je l'avais évoqué avant, dans tout ce qui a trait au service e-learning. Donc, c'est juste à partir de quelle année ça a 2021. 2021, ok. Oui, 2021. M2S, pratiquement à partir de 2022, je l'ai lancé effectivement. Donc là, j'ai développé un ensemble de services liés à l'ingénierie pédagogique, à la construction de supports. Et comme je disais, je suis très friand de technologie. Donc, dès que j'entends parler ou que je trouve en cherchant une quelconque plateforme qui utilise de la technologie, de l'intelligence artificielle, etc., eh bien, je vais tout de suite explorer pour voir comment on peut intégrer ça dans mes services, dans mes prestations, parce que vraiment, l'intelligence artificielle, c'est la grande révolution qui va chambouler tout le monde privé et professionnel de demain. Bah déjà, là, on est un peu sur ça. Là, il y a ChatGPT dont on parle beaucoup. D'ailleurs, vous, quel est votre... qu'est-ce que vous en pensez de ChatGPT? Parce qu'il y a plein de gens qui disent que ça aide, mais au final, ça aide pas trop. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Quand Internet s'est développé, le web, Wikipédia, etc. Bon, moi, j'étais enseignant et donc je râlais un peu parce que quand je donnais des travaux de recherche à mes étudiants, je retrouvais très souvent ce qu'il y avait sur la page Wikipédia. Donc, c'était un peu lassant. Donc, le but, c'était surtout de les amener à chercher l'information. Alors, le défi d'Internet, c'est qu'il vous donne 1 milliard d'informations. Le défi n'est plus le même. Il y a 25 ans, il fallait aller à la recherche d'informations. Il fallait consulter des livres, il fallait peut-être consulter des personnes. Il y avait donc ce filtre qui était le livre, qui était peut-être l'enseignant, qui était peut-être les parents dans un certain nombre de cas, et qui permettait de vous donner l'information. Il fallait vraiment aller à la recherche d'informations. Maintenant, avec Internet, l'information arrive à vous. À vous maintenant de la traiter, c'est-à-dire de la synthétiser, de choisir dans les 10 000 ou des 10 millions de pages que va vous donner Google, de choisir les pages qu'il faut, l'information qu'il faut, et c'est tout aussi difficile. Donc c'est un exercice de synthèse maintenant, beaucoup plus que de recherche d'informations. Avec ChatGPT, on va un cran plus loin, ou Gemini, ou les autres intelligences artificielles génératives. C'est autre chose parce qu'il vous donne aussi l'information synthétisée. Mais moi, ce que j'ai remarqué, alors c'est très très bien écrit, je n'ai jamais trouvé une faute d'orthographe. Moi, je suis très tatillon sur la question de l'orthographe. Je suis un puriste de la langue française et je n'ai pas trouvé jusqu'à présent de faute d'orthographe, donc c'est bien. Alors, sur le plan linguistique, c'est quand même très standard. Sur le plan de l'information, alors moi, je trouvais que ça donne parfois de bonnes pistes de réflexion, ça donne de bonnes idées. Par contre, l'information, il faut quand même continuer à chercher par soi-même. Et je trouve que c'est bien, tant mieux, parce que sinon on va finir par avoir des cerveaux qui vont végéter. Si on demande à ChatGPT de faire le travail à notre place. C'est bien ça le problème qui se pose en ce moment, où les personnes, elles sont un peu contentes qu'il y ait ce genre d'intelligence artificielle, mais comme vous dites, au final, il y a des gens... qui cherchent plus d'informations en fait. Elles s'arrêtent justement à ChatGPT qui leur donne tout. Et donc c'est vrai que c'est pas forcément utile pour notre génération qui grandit maintenant, qu'on voit avec beaucoup de téléphones, beaucoup d'appareils comme ça. Je constate moi que l'intelligence a un peu changé de forme. C'est-à-dire qu'à notre époque, comme nous faisions nos recherches dans les livres, dans les encyclopédies, on avait l'habitude une fois qu'on trouvait l'information, de l'approfondir. Maintenant, on passe
et même notre génération a fait cette mutation. Je veux dire, à force de scroller sur les réseaux sociaux aussi, on passe d'une chose à l'autre, mais de façon très superficielle. Et donc, on s'arrête juste en surface. On prend une information d'ici, de là, on va consulter un site web. La majeure partie des gens ne prennent pas la peine de le lire de façon approfondie, ou un article ou chose. On prend juste quelques bribes qu'on va additionner à d'autres bribes venant d'une autre source pour finalement dégager quelque chose. Donc l'intelligence est en train d'aller peut-être dans le sens horizontal plutôt que d'aller en profondeur. J'espère que les gens vont quand même garder l'aptitude à faire une analyse en profondeur parce que ça reste quand même absolument indispensable. Et justement, vous, en tant qu'enseignant, comment vous arrivez donc à redonner goût justement aux étudiants à aller chercher en profondeur? Parce que c'est vrai que maintenant, on peut aller sur ChatGPT, on a tout, mais on ne va pas forcément y réfléchir et avoir plus d'informations dessus. Oui. C'est vrai, c'est une bonne question. Et donc, moi, ce que je fais dans mon enseignement, c'est mettre les étudiants en situation de projet. Okay. Donc, je pousse là où je peux le faire, dans les cours où les choses se prêtent, à faire un projet. Donc là, comme j'interviens, je disais, à l'IUT Charlemagne, à l'école Tunon, à Pigier, j'ai quelques cours dans chacune des institutions, je mets toujours les étudiants en situation de projet. Et ce projet, ils doivent le créer, le développer en classe, parce que je préfère que ce soit en classe sous mon regard, pour faire intervenir le moins possible des intelligences artificielles génératives. Je préfère faire générer les intelligences de mes étudiants. Et voilà, mettre les étudiants en projet. Finalement, ce projet, ils vont me le présenter, ils vont me l'envoyer déjà par écrit. Ils vont le présenter oralement, enfin certains en tout cas, là où je peux le faire. Ils vont le présenter oralement, ils vont le défendre. Et donc, ils ne peuvent pas le défendre si c'est ChatGPT qui l'a fait. Ok. Et vous, là, par rapport donc, à toute cette nouvelle technologie, vos entreprises, elles consistent à quoi par rapport à la nouvelle technologie? Moi, j'intègre l'intelligence artificielle. Parfois, par exemple, j'ai des clients qui me donnent un parcours de formation en document Word, en me disant, bon, maintenant, j'ai besoin que quelqu'un me génère les PowerPoint, etc. L'intelligence artificielle peut m'aider à gagner du temps, mais je garde quand même un œil. Je ne fais pas une confiance totale ni à ChatGPT ni à Gemini parce que ce sont des outils techniques et que nous, on doit quand même former. Donc, ces formations que je dois produire, c'est vrai que j'utilise l'intelligence artificielle, mais je garde un œil. Donc, je demande à une IA générative de résumer, synthétiser le document pour me créer les diapositives PowerPoint. Ça me permet de gagner du temps, mais je reprends quand même, je jette un œil, je m'assure que les éléments essentiels, que le message est bien passé, des choses parfois à reformuler pour qu'il y ait un impact plus pédagogique. Il y a des mots-clés qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut parfois répéter parce que la répétition fait partie de l'apprentissage. Donc voilà, il y a des choses, je garde un œil quand même. Oui, dans tous les cas, vous maîtrisez votre sujet à côté. C'est pas juste l'intelligence artificielle donc qui vous donne. Oui, tout à fait. Enfin, même si je ne maîtrise pas le sujet, je peux en avoir une idée. Je veux dire, je peux le comprendre. Mais alors, à moins que ce soit de la physique nucléaire, là, je vais complètement décrocher. Mais non, enfin, dans les organismes de formation pour qui je travaille, bon, ce sont des choses que, je veux dire, j'ai un client maintenant qui est spécialisé dans le domaine du transport. Bon, ça ne fait pas partie de mon champ de spécialité, mais je suis capable de comprendre quand même ce qui est écrit. Donc voilà, je garde un œil pour m'assurer que les éléments essentiels sont là. Alors, je peux utiliser aussi l'intelligence artificielle pour produire des PowerPoint un peu plus élaborés ou plus jolis ou plus percutants visuellement. Je veux dire que donc là, il y a des plateformes spécialisées qui sont très utiles. Il y en a d'autres qui me permettent un peu d'automatiser certaines tâches plutôt que de consacrer du temps à les faire moi-même. Donc voilà, je pense que quand on est entrepreneur maintenant au 21e siècle, surtout quand on est indépendant, qu'on travaille seul, je n'ai pas de salarié, voilà, il faut vraiment aller dans la technologie parce qu'on ne peut pas tout faire. Et on a le choix, soit on va vers la technologie pour gagner du temps, soit on ne va pas vers la technologie, on consacre du temps à des tâches chronophages, mais qu'on doit faire et qui nous freinent dans notre développement. On va pouvoir continuer donc à développer sur vos nouveaux
sur vos entreprises tout simplement. Et pour l'instant, on va écouter The Cardigan Loveful. RCN, complètement à l'Est, elle fait nous. Alors nous arrivons bientôt à la fin de cette émission, mais pour l'instant nous allons terminer donc avec Edmond Chidiac. Alors donc tu m'as dit que tu avais donc plusieurs entreprises et en plus que tu travaillais tout seul, c'est ça? Alors je travaille seul, donc c'est pas plusieurs entreprises, non, c'est Silcom, M2S. Oui, je travaille seul, je me fais aider par des indépendants, j'ai des collaborateurs, des indépendants. Alors, il y en a un ou deux qui sont au Liban aussi, et d'autres en France. Donc, ça dépend aussi du besoin, ça dépend du champ de compétences qui est requis. Mais bon, j'ai quand même pour ambition de développer ma société et d'arriver quand même à quelque chose de plus stable, de plus pérenne. Ça va venir. Parce que du coup, là, les deux entreprises que tu as, elles consistent en quoi l'une de l'autre? Silcom, c'est un organisme de formation. Donc, c'est des formations en entreprise, ou voilà, en entreprise principalement, ou pour des salariés, par exemple, ou des indépendants qui veulent suivre une formation. Donc, moi, personnellement, je me suis spécialisé dans LinkedIn, dans l'utilisation de LinkedIn au niveau de la communication, de la prospection commerciale. M2S, donc, c'est toujours dans le domaine de la formation, mais c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la transformation de formation d'un format classique distanciel ou présentiel, donc synchrone, en une formation asynchrone, c'est-à-dire sous format e-learning. Donc, production de vidéos, de plateformes e-learning, introduction d'activités, gamification, voilà, ce genre de choses, pour avoir des formations prêtes à l'emploi et en format vidéo. Encore une fois, donc là, vous enseignez encore une fois un peu comment travailler? Non, mes parcours d'enseignement actuellement portent sur des thématiques un peu différentes. Donc ça dépend. J'ai deux cours sur j'ai des cours un peu sur d'abord le développement commercial. J'ai un peu dans le domaine des ressources humaines. Et j'ai des cours dans le domaine justement de l'utilisation de la technologie. Donc, que ce soit les outils de reporting, que ce soit les outils d'automatisation. Donc voilà, ça dépend de l'institution, ça dépend de... Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais pour ne pas ennuyer les auditeurs. Mais voilà, donc il y a des cours qui sont dans ce sens-là. Donc le côté automatisation, le côté gain de performance, technologie, etc. Oui, ça fait partie aussi de ce que j'enseigne. Et donc là, les auditeurs justement qui nous écoutent aujourd'hui et donc qui t'entendent, s'ils viennent à te solliciter, qu'est-ce que toi tu peux leur apporter? Alors, je peux leur apporter des solutions en termes d'automatisation, dans certains cas. Je peux leur apporter des solutions, surtout lorsqu'il y a des entreprises ou des organismes de formation qui, au lieu de gérer la formation de façon traditionnelle, de façon classique, décident de passer au e-learning et donc de produire du contenu. Donc là, dans ce cas, je leur fournis la plateforme toute faite avec le contenu, surtout pour les entreprises. C'est généralement des formations du domaine commercial, financier, management, RH, etc. Bon, c'est des choses qui sont classiques. Donc, je veux dire, je peux avoir le contenu et le leur fournir. Et dans ce cas, bon, au lieu de bloquer leurs salariés pour les envoyer en formation durant 2 jours, 3 jours, ce qui est parfois compliqué, je leur fournis un outil qui leur permet de gérer leur formation au fil de l'eau. Au moment où on leur apporter de la flexibilité, quelque chose d'un peu plus... avec la possibilité d'avoir aussi recours à un formateur en cas de besoin. Donc ça facilite un peu les échanges au sein de l'entreprise, que ce soit la formation et... Oui, les échanges. Vous savez, quand j'ai reçu un nombre de personnes en formation en présentiel qui sont venues malgré elles parce que, bon, j'ai 15 ans d'expérience, j'ai 20 ans d'expérience, je n'ai plus rien à apprendre, et puis le travail va s'accumuler, et puis j'ai des clients à contacter, et puis j'ai rien un peu en rechignant. Généralement, ils prennent conscience quand même qu'ils ont appris des choses, mais quand même, ça reste compliqué parfois d'avoir des gens qui ne peuvent pas bloquer 2 jours ou 3 jours pour suivre une formation. Le e-learning apporte de la flexibilité parce qu'on suit la formation quand on veut. Si on est dans le bus, on peut suivre la formation. Si on est chez soi à 11h et qu'on se dit, bon tiens, je vais maintenant reprendre ma formation. L'essentiel, c'est qu'il y ait un suivi de la part de l'entreprise, que quelqu'un fasse le suivi et de se dire, bon, où est-ce que tu en es? Ne lâche pas, n'arrête pas, continue.
Et ça, c'est un peu le défi et il faut que les entreprises jouent le jeu aussi. C'est un gain de performance, c'est un gain financier parce que ça revient beaucoup moins cher. Oui. C'est un gain en termes de flexibilité, de gestion du temps. Donc, à tous les niveaux, c'est bénéfique. Ok. Et donc là, toi, tu fais ces formations-là et tu es aussi donc, enseignant oui. Sur quelques cours, du moins donc, à Pigier, oui. IUT Charlemagne. IUT Charlemagne et Tunon. Et Tunon. D'accord, donc tu enseignes quoi dans ces écoles-là? Voilà, donc bon, tu veux vraiment faire entrer dans les détails? Très rapidement, parce que dans tous les cas, nous sommes bientôt à la fin. Oui. Bon, alors à l'IUT Charlemagne, j'ai 3 cours, un qui porte sur le recrutement, okay. Un autre sur la gestion de la formation, donc les compétences, la gestion des compétences, un troisième sur le développement commercial. Voilà, le management commercial. Okay. Tunon, c'est une variété de cours qui vont tous dans le domaine de la technologie surtout. Donc, je disais automatisation. Qu'est-ce qu'il y a encore? Outils de reporting. Et bon, voilà, il y a... Je ne vous ai même plus en tête parce qu'il y a quand même un paquet. Et voilà, à Pigier aussi, ça va dans le même sens aussi de l'automatisation et du branding, comment dire, le branding personnel, quoi. Ok. Voilà. Et donc, vu qu'on nous arrive bientôt à la fin, j'aimerais que tu puisses me dire, parce que je vois que tu es quand même, que tu aimes beaucoup quand même enseigner, en tout cas apprendre des choses aux autres. Enfin, dis-moi si je me trompe. Oui, oui. Et donc, quelle est pour toi l'importance justement de l'enseignement? Qu'est-ce qui te fait aimer enseigner? Qu'est-ce qui te fait apprendre? Tu sais, chaque personne a des sources de motivation et qui apportent de la satisfaction. L'artiste, par exemple, sa motivation, c'est de créer quelque chose de beau. Le chercheur, sa motivation, c'est de faire une recherche, de trouver, voilà, d'élaborer des théories, etc. Bon, chaque personne a une source de motivation. Dans le domaine universitaire, on a généralement 2 sources de motivation. Le premier, c'est la recherche, le fait de trouver, d'explorer un domaine inconnu. Moi, quand j'étais professeur d'histoire contemporaine, je faisais de la recherche et bon, j'étais spécialisé un peu dans le domaine du Moyen-Orient. Donc voilà, j'ai fait quelques publications sur ça, sur le sujet. Là, actuellement, et puis l'autre source de motivation, c'est de voir aussi les étudiants apprendre, passer d'un stade à un stade supérieur, d'un niveau de compétence à un niveau de compétence supérieur. Et ça, c'est très valorisant. C'est très valorisant. Parfois, je vois d'anciens étudiants ou d'anciens élèves que j'avais eus, même quand j'étais au lycée, qui aujourd'hui sont directeurs, managers, etc. Bon, ok, c'est pas moi qui les ai faits, je veux dire, ils me doivent pas ça à moi, mais je suis quand même heureux de voir ce parcours et de me dire que même si j'ai apporté une toute petite contribution, un petit grain de poussière, je l'ai apporté quand même. Okay. Donc c'est gratifiant, voilà. Tu as bien raison, ça fait toujours plaisir de voir que tu as contribué au bonheur de quelqu'un d'autre. Ah oui. Oui, je veux dire, là actuellement, mon enseignement n'est pas tourné vers la recherche, mais davantage vers les côtés applicatifs et professionnels. Donc, j'essaie d'insister toujours sur le fait, pour un étudiant, ce genre de choses, c'est un peu abstrait, parce que bon, on l'apprend, et puis on va passer l'examen, et puis c'est tout, on va passer à autre chose. Mais non, il faut savoir que ça sera appliqué. Vous aurez besoin de ces outils d'automatisation, en particulier la génération des étudiants actuels. Ils sont dans le siècle de la technologie, ils sont nés avec un téléphone dans la main, je veux dire, ils vont entrer en entreprise dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les entreprises auront toutes intégré tous les volets de la technologie. Il y en aura eu de nouvelles d'ici là. Et donc, ils doivent être capables, je veux dire, de s'adapter. Ils doivent avoir un cerveau très flexible, pas seulement pour recevoir l'information, mais savoir aussi chercher la bonne technologie, le bon outil, et comment faire pour gagner du temps, et éviter des tâches répétitives, gagner en performance, en fiabilité de l'information. Quand j'automatise l'information ou le traitement d'un certain nombre de tâches, je sais que ça va être exécuté sans erreur. Okay. Alors que moi, en tant qu'être humain, je peux faire des erreurs. Okay. Voilà, c'est une gymnastique de l'esprit, mais qu'il faut absolument acquérir. Et donc ça, c'est un peu mon combat maintenant. Donc n'hésitez pas à acquérir cette gymnastique d'esprit. Et puis en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Ah, super. Tu as passé un bon moment, tu as bien aimé cette émission. En tout cas, je remercie d'avoir écouté. Et puis on se retrouve bientôt. Merci Edmond Chidiac. Merci à vous. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. RCN
www.rcn-radio.org.